عذرا بيروت. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. À la une de l'actualité, les températures continuent de grimper au Liban. Les pointes à 40 degrés sont attendues ce mardi dans plusieurs régions du pays. Washington signe le renforcement de son engagement dans la guerre en Syrie. Les États-Unis ont mené leur première frappe aérienne pour défendre un groupe rebelle, selon le Pentagone. Et cette victoire au Yémen, les combattants pro-gouvernementaux ont repris à Lana, de la plus grande base militaire du pays, sous contrôle rebelle Houthi depuis mars. Et le cap des 2000 décès de migrants cette année en Méditerranée a été franchi, annonce ce mardi de l'Organisation internationale sur la migration. 188 000 migrants sont arrivés depuis janvier en Europe. Je vous le disais en titre, les températures continuent de grimper au Liban. Les pointes à 40 degrés Celsius sont attendues ce mardi dans plusieurs régions du pays. À Beyrouth, le mercure frôlait ce midi les 38 degrés. Dans la capitale, en l'absence de vent, la chaleur devrait s'accompagner d'un épisode de pollution à l'ozone. Conséquence de cette canicule, des milliers de foyers ont été privés d'électricité en raison de perturbations affectant le réseau électrique. Durant ces épisodes de chaleur élevée, il est conseillé de se protéger des coups de chaud. Les pouvoirs publics recommandent de privilégier les endroits frais en évitant de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité physique. Il est également conseillé de bien se rafraîchir, s'hydrater, notamment pour les personnes les plus fragiles. La crise gouvernementale et celle des déchets au menu de l'entretien entre Boutros Harb, le ministre des Télécoms, et Tamam Salam au Grand Sérail. Harb déclare que toute la classe politique porte la responsabilité du retard accusé dans la gestion de la crise des ordures. L'urgence de la situation pourrait éclipser temporairement les divergences politiques au Conseil des ministres prévues demain. Le pays est toujours dans l'attente d'une résolution de cette crise qui dure depuis près de 3 semaines. Explication de Philippine de Clermont-Tonnerre. La disparition des monticules de déchets pourrait laisser penser que la crise est résolue à Beyrouth. Or, il n'en est rien. Quand elles ne sont pas incendiées, les ordures sont rassemblées dans des dépotoirs de fortune, des solutions cache-misère. Faute d'avoir pu trouver un remplaçant à la décharge de Namé, le pays songe désormais à exporter ses ordures. Le ministère de l'Environnement aurait déjà reçu près de 5 offres de la part de sociétés étrangères. Mais cette option de l'exportation nécessite au préalable le tri des déchets. Or, cette pratique est encore quasi inexistante au Liban. Brandi la semaine dernière comme une solution provisoire au stockage des ordures de Beyrouth, le dépotoir de la quarantaine est déjà arrivé à saturation. Quant à celui de l'AIB, il met en danger l'aviation. À ces obstacles logistiques se greffe une crise de confiance dans l'État qui a atteint son paroxysme. Le gouvernement sait qu'il lui sera difficile de noyer le poisson face à une société civile déterminée à ne rien lui céder. Et voilà que certains acteurs sont déjà appelés à rendre des comptes, à commencer par la société Sucline, qu'une partie de la classe politique accuse d'avoir versé des pots de vin à des municipalités. Une instruction a été ouverte contre la compagnie chargée du ramassage des ordures à Beyrouth et dans ses banlieues. Un point d'interrogation concerne aussi le plan national des déchets élaboré par le ministère de l'Environnement qui prévoit de sous-traiter l'incinération des déchets à des compagnies étrangères. Un projet coûteux et néfaste pour l'environnement selon plusieurs ONG qui s'interrogent sur les motivations réelles des auteurs de ce projet. Pour elles, le plan national des déchets est avant tout une tarte aux bénéfices juteux que chacun aurait tenté de se partager. Washington signe le renforcement de son engagement dans la guerre civile syrienne. Le Pentagone a confirmé que les États-Unis avaient mené ce week-end leur première frappe aérienne sur le territoire syrien contre des positions djihadistes d'Al-Nosra pour défendre un groupe rebelle, le groupe Nouvelle Syrie. 54 rebelles armés équipés par Washington est censé lutter contre l'État islamique.
Les pays du Golfe ont salué l'accord sur le nucléaire iranien conclu entre l'Iran et les grandes puissances à Vienne. La voie du dialogue est la meilleure option possible pour trouver une solution aux armes nucléaires iraniennes. Dixit Khaled Ben Mohammed El Atiyah, le chef de la diplomatie qatari, qui s'exprimait devant le Conseil de coopération du Golfe, en présence notamment de John Kerry, le secrétaire d'État américain. Mais les pays du CCG ont toutefois exprimé leur inquiétude quant à une plus grande immixtion de la République islamique dans la région. Et l'accord sur le nucléaire iranien change beaucoup de choses, notamment pour de nombreuses entreprises étrangères. Dans le secteur automobile, Renault n'a jamais quitté l'Iran, mais le constructeur français espère bien produire 4 fois plus. Reportage de Mariam Prisdeh et Majid Sourati. Jusqu'à il y a encore quelques mois, ces pièces détachées ne pouvaient pas être acheminées en Iran. Aujourd'hui, elles servent à assembler entre autres la Tondar, version iranienne de la Logan, un modèle prisé par la population. La marque aux losanges a choisi de ne jamais complètement quitter le pays. Durant les sanctions les plus dures, Renault a alors subi des pertes de plus de 500 millions d'euros. Les lignes de production ne sont pas arrêtées puisque vous avez des activités faibles, donc les usines tournent, mais elles tournent à 15% de leur capacité. 20% de leur capacité. Donc c'est des situations qui ne sont pas forcément acceptables sur les coûts fixes, par exemple d'une structure. La marque française a représenté jusqu'à 10% du parc automobile iranien. Une place que le constructeur compte bien retrouver. Avec une production d'environ 100 000 véhicules par an, la marque aux losanges espère tripler voire quadrupler ce chiffre dans les prochaines années. Pour y parvenir, de nouveaux modèles seront lancés dans le pays. La Sandero, Renault Sandero qui est prévue et on a une version de Logan Pick-up qui sont prévues, qui seront proposées au marché. Et puis à côté de ça, on est en train de tester pour l'instant Renault Capture. Le Renault Capture, en 4 heures, sur Internet, 800 véhicules sont partis. C'est-à-dire ici en Iran, on a une ambition très clairement d'être présent dans ce marché-là et d'être dans le top 3. Et justement, les marques automobiles étrangères espèrent toutes se tailler la part du lion. Volkswagen ou encore l'un des principaux concurrents de Renault, Peugeot, pourraient bien faire leur grand retour en Iran d'ici les prochains mois. Attirés par un marché iranien qui a représenté plus d'1 600 000 véhicules l'an dernier. C'est la deuxième étape de la reconquête après le retour de certains membres du gouvernement yéménite dans la cité portuaire d'Aden. Le ministère de la Défense a annoncé ce mardi que les combattants pro-gouvernementaux avaient repris la base militaire d'Al-Anad, la plus large du pays, aux rebelles chiites, Houthis, qu'il a contrôlé depuis mars. Quelques 70 Houthis ont été tués durant les combats et 10 autres capturés. Allez rester des nôtres au retour de la pause. Les disputes territoriales en mer de Chine au cœur de l'ASEAN. Au retour sur le plateau de l'info, le cap des 2000 décès de migrants cette année en Méditerranée a été franchi. Annonce ce mardi à Genève de l'Organisation internationale sur les migrations. L'OIM indique également que quelques 188 000 migrants sont arrivés depuis janvier en Europe via la Méditerranée. Ils sont pour la plupart originaires d'Afrique du Nord et de Syrie. Barack Obama a lancé son plan contre la grande menace que fait peser le changement climatique sur la planète, un dispositif qui rassemble une série de règles qui imposeront pour la première fois aux centrales électriques de réduire de 32% d'ici 2030 leurs émissions de dioxyde de carbone par rapport au niveau de 2005. Républicains et groupes de pression industrielle contestent le coût et l'efficacité du plan. Inès Olagaray, Léla Sadi. Barack Obama plus déterminé que jamais. À 4 mois de la conférence sur le climat à Paris, le président américain déclare officiellement la guerre au changement climatique. Si nous ne parvenons pas à trouver une solution au changement climatique, nous pourrions peut-être ne jamais y remédier. Nous pourrions peut-être ne jamais nous adapter suffisamment. Et il est possible qu'il soit un jour trop tard. Agir vite et ne pas céder aux critiques. Barack Obama, inflexible, a conservé toutes les mesures annoncées dans son plan initial l'an dernier. Il est même allé plus loin, notamment en ce qui concerne la réglementation imposée aux centrales électriques. Au lieu de 30% de réduction des émissions carbone, Barack Obama annonce désormais 32%.
Avec ce plan d'énergie propre d'ici à 2030, les émissions carbone provenant de nos centrales auront diminué de 32% par rapport à il y a 10 ans. 32%, un taux jugé trop ambitieux pour les républicains qui dénoncent un tournant vers les énergies renouvelables. Selon eux, ce plan pousserait les centrales électriques à fermer les unes après les autres, provoquant ainsi la hausse du coût de l'électricité et la perte de milliers d'emplois à travers le pays. Car aux États-Unis, 37% de l'électricité est encore produite par des centrales au charbon, l'une des sources d'énergie les plus polluantes. Ce serait comme donner un coup de scie à notre économie. Des États comme le mien et beaucoup d'autres seraient dévastés. Je veux de l'air pur, des terres propres, une eau propre, mais je veux aussi une économie qui permette à mes enfants et mes petits-enfants de grandir. Les républicains, majoritaires au Congrès, ont bien l'intention de contester ce plan. Le dossier se réglera aussi devant les tribunaux. 6 États ont déjà promis de saisir la justice. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, les disputes territoriales en mer de Chine au cœur de l'ASEAN. Les ministres des Affaires étrangères du Sud-Est asiatique sont réunis, vous le voyez, en Malaisie pour leur 48e conférence. Alors que les tensions maritimes s'exacerbent donc entre Pékin et plusieurs pays, l'ASEAN et la Chine ont mis en place une ligne téléphonique d'urgence en cas de crise. C'est une première. Inondations, glissements de terrain, destruction de maisons et de routes, ce sont les calamités provoquées par les pluies de mousson dans plusieurs pays d'Asie, dont l'Inde, où plus de 120 personnes ont été tuées ces dernières semaines. Le Pakistan, le Vietnam, la Birmanie ne sont pas épargnés. La Birmanie où des milliers de maisons de terres agricoles et de routes ont été détruites et des dizaines de personnes ont perdu la vie. Saisie record de cigarettes de contrebande en Pologne. Les policiers et les douaniers polonais ont mis la main dans la région minière de Silesia sur 1,5 million de cigarettes et 3 tonnes de tabac destinés au marché britannique et norvégien. Leur valeur est estimée à près d'1 million d'euros et 4 personnes ont été arrêtées. Et à présent, direction l'Ukraine, les négociations piétinent, les armes ne parviennent pas à se taire. Seule avancée notable, Ukrainiens et séparatistes ont vraisemblablement échangé la liste de leurs prisonniers respectifs. Sur le terrain, on assiste à un regain de tension avec les séparatistes de la région du Donbass, notamment à Donetsk, sous contrôle des insurgés, et autour de Mariupol, toujours aux mains des loyalistes. Et à Mariupol, justement, là-bas, les températures dépassent en ce moment les 30 degrés. Le ciel est bleu, le soleil brille. Oui, mais voilà, les stations balnéaires sont vides. Et pour cause, rares sont les touristes qui osent s'aventurer dans la région pour passer leurs vacances à quelques dizaines de kilomètres seulement du front. Inès Olagaray nous raconte la suite. Sur la plage de Melekin, à côté de Mariupol, des sacs de sable comme barricades. Et au sol, cette inscription à la peinture blanche. Attention aux mines. Il n'en faut pas plus pour dissuader les touristes et faire de cette station balnéaire ukrainienne un désert. Si vous évitez de marcher sur une mine, et si vous n'avez pas peur d'entendre des coups de feu la nuit, alors oui, vous pouvez venir vous reposer ici. Enfin, si on peut appeler ça se reposer. Je ne pense pas que quiconque de sain d'esprit voudrait venir ici. Quand le bruit des vagues masque l'écho de la guerre, quelques irréductibles se risquent à marcher au bord de l'eau, sur un front de mer désormais déclaré zone militaire. Les seuls établissements qui ont fait le plein cet été sont ceux qui hébergent les troupes ukrainiennes. Gennady, lui, erre dans les couloirs de son hôtel, entièrement vide. L'an dernier, à la même époque, on était complet et on avait déjà 80% des réservations pour l'ensemble de la saison de juin à fin août. Cette année, il n'y a pas une seule réservation. Pour Gennady, tous les checkpoints qui se trouvent sur la route de la côte empêchent désormais sa clientèle de Donetsk et de Luhansk de venir jusqu'à Melekin. Les jeunes qui avaient l'habitude d'emmener les touristes en balade ont dû se reconvertir. On a dû changer de travail. Avant, les touristes nous demandaient de faire un tour de bateau. Maintenant, on pêche, on transporte le poisson. On arrive à en vivre, mais ce n'est plus pareil. À Melekin, les habitants se sont fait une raison. La saison morte ne fait que commencer. Il est bientôt 16h56 à Beyrouth. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les températures continuent de grimper au Liban. Les pointes à 40 degrés Celsius sont attendues ce mardi dans plusieurs régions du pays. Washington signe le renforcement de son engagement dans la guerre en Syrie. Les États-Unis ont mené leur première frappe aérienne pour défendre un groupe rebelle, selon le Pentagone.
Cette victoire au Yémen, les combattants pro-gouvernementaux ont repris à Lanad, la plus grande base militaire du pays, sous contrôle rebelle Houthi depuis mars. Et le cap des 2000 décès de migrants cette année en Méditerranée a été franchi, annonce ce mardi de l'Organisation internationale sur les migrations. 188 000 migrants sont arrivés depuis janvier en Europe. Merci de votre attention. L'info continue sur notre antenne. À demain. Özrem Bey.